Bismillah. En réalité, je suis plus à l'aise ici. Donc, je vous remercie d'avoir changé la salle. Nous disions donc que le diabète est préoccupant à plus d'un titre. Mais avant de rentrer dans le détail de notre préoccupation, le mot d'introduction du vice-secrétaire général de votre association m'a interpellé. Je vais vous donner un chiffre qui tue. Le diabète sucré est présenté ici comme étant la 6e cause de décès dans le monde. Et le chiffre qui tue, c'est que le diabète sucré tue plus que la tuberculose, le paludisme et le sida réunis. Le diabète sucré tue une personne toutes les 6 secondes. Alors imaginez le chiffre que cela fait en une année. C'est exactement 5 100 000 personnes. Donc c'est bien plus que l'on imagine. Au-delà de ce chiffre, le diabète sucré diminue l'espérance de vie de 5 à 10 ans, un peu plus chez la femme que chez l'homme. Parce que finalement, il rend la femme égale à l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé de notre temps. Et donc, on veut l'égalité, même devant la mortalité. Le diabète sucré intervient et complique l'affaire des artères. Vous le savez très très bien. 40 à 50% des patients diabétiques développeront une artériopathie, qu'on le veuille ou non. Le diabète sucré est la première cause d'amputation de par le monde en dehors des périodes de guerre. Il est vrai que maintenant les périodes de guerre sont très fréquentes. Et donc, il peut être relégué en 2e position, mais cela ne diminue en rien sa gravité. Le diabète sucré est la première cause de cécité dans le monde, et c'est la première cause de mise en dialyse dans le monde. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le cœur? Eh bien, avec le cœur, il nous suffit de savoir que le diabète sucré augmente la mortalité cardiovasculaire de 3, un facteur de 3. Et donc, tout cela pour vous dire que nous allons focaliser l'attention sur cette mortalité cardiovasculaire dans les diapositives qui vont suivre. Pourquoi le diabète sucré influe sur la fonction cardiaque? Ben, vous savez tous que le diabète sucré est défini par une hyperglycémie. Cette hyperglycémie est répétitive, elle est permanente, elle est chronique. Et donc, à chaque fois que la glycémie augmente dans le sang, elle va souffler le chaud et le froid au niveau des artères, en entraînant un stress oxydatif qui va être à l'origine d'une surproduction de radicaux libres qui sont très athérogènes. Par le biais de l'oxydation des LDL, l'hyperglycémie intervient dans l'oxydation des LDL. Elle a aussi une action au niveau de l'adhésion des monocytes à l'endothélium et elle entraîne une hyperagrégabilité plaquettaire sur laquelle nous reviendrons plus tard. L'oxydation des LDL va entraîner des lésions endothéliales ainsi que l'adhésion des monocytes à l'endothélium, mais l'athérome est dû essentiellement à ces monocytes et l'hyperagrégabilité plaquettaire entraîne des microthromboses. Tous ces facteurs réunis vont agir en concert et entraîner les fameuses complications vasculaires aussi bien micro que macro, mais surtout macrovasculaires et donc cardiaques, coronaires. Alors, tout cela est bien sûr prouvé, on ne va pas revenir là-dessus. Déjà, en 1998, nous avons cette étude qui est apparue sur le New England, mais aussi dans Circulation en 2000, qui prouve que les diabétiques sont beaucoup plus exposés aux
événements cardiovasculaires que les non-diabétiques. Regardez à droite et vous verrez que les pourcentages sont beaucoup plus importants, même quand ils ne sont pas significatifs en bas pour la mortalité totale et la mortalité cardiovasculaire, mais regardez en haut pour l'infarctus du myocarde, qu'il soit fatal ou non, la différence est largement significative en ce qui concerne les diabétiques par rapport aux non-diabétiques. Alors, le risque qu'entraîne, le risque cardiovasculaire, le risque coronaire qu'entraîne le diabète est peut-être stratifié. Le risque en général, et non pas que chez le diabétique, le risque coronaire peut être stratifié et on distingue trois types de risques. Le risque modéré, le risque moyen et le haut risque, le risque très élevé. Quand il dépasse 20% à 10 ans, ou quand nous sommes chez des personnes qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, on parle de risque très très élevé. Mais cette stratification nous amène à parler des situations à haut risque. Cette diapositive n'a pour intérêt que de vous montrer où se situe le diabétique. Le diabétique, depuis les années 2000, tout le monde nous casse les oreilles pour nous dire que le diabétique est une personne hautement exposée aux événements cardiovasculaires. Je l'ai montré dans l'étude de 98 et de 2000. Ça, c'est indéniable. Mais à mon avis, il faut tempérer ce discours. Vous allez voir pourquoi. Mais toujours est-il que le diabétique est une personne exposée. Une personne exposée à faire des complications cardiovasculaires, et ceci, personne ne peut le renier. Mais jusqu'où et à quel niveau, ça c'est une autre paire de manches, on peut en rediscuter tout à l'heure si vous voulez bien. C'est pour ça que je dis mais, et je le fais suivre par cette phrase. Le risque du diabétique non coronarien, quoique augmenté, je ne le renie pas, par rapport au non-diabétique, il n'atteindra pas celui du coronarien non-diabétique, quelle que soit la population considérée, et ça, les études après 2005 sont venues le démontrer. C'est pourquoi il y a cette petite conclusion déjà, qui dit que l'attitude qui consiste à considérer tous les diabétiques comme des personnes à haut risque cardiovasculaire semble donc excessive. Et moi, je défends personnellement cette idée pour dire qu'il ne faut jamais prendre au comptant tout ce qu'on veut bien nous apprendre et nous dire. On peut tirer des conclusions, on peut tirer des leçons, mais ne pas prendre au comptant pour essayer de prendre en charge chaque diabétique comme un cas à part. Et c'est une notion que je continuerai à défendre personnellement jusqu'au dernier souffle de mes connaissances, pour ne pas dire le dernier souffle de ma vie. Pourquoi? Parce que tous les diabétiques ne sont pas exposés comme certains peuvent l'être. D'accord? Et donc il faut prendre les diabétiques cas par cas et essayer de leur prodiguer les traitements et la prise en charge qu'ils méritent de façon tout à fait individuelle. Bien sûr, il y a cette notion qui est très intéressante et qui est celle du concept du risque global. Quand vous avez un diabétique qui n'a que l'hyperglycémie, qui n'est pas hypertendu, il n'est pas hyperlipémique ou dyslipidémique, il n'a pas d'autres problèmes de facteurs de risque associés, qui n'est pas tabagique. Vous n'allez pas me dire qu'un diabétique qui n'est pas tabagique a le même risque qu'un diabétique qui est tabagique. Et donc, quand vous avez deux facteurs de risque qui s'associent, le risque devient beaucoup plus important et augmente de façon vertigineuse. Enfin, en asymptote, en exponentielle. Alors que, quand le diabétique n'est que diabétique, et je m'excuse de dire que diabétique, parce que ça c'est une expression qui n'est pas valable. Le diabétique est en danger, qu'on le veuille ou non. Mais
Toujours est-il que quand il n'est que diabétique, sans être hypertendu, ou pas encore hypertendu, nous savons qu'il va faire l'hypertension après. Nous savons qu'il va être dyslipidémique un jour ou l'autre. Nous savons qu'il va poser des problèmes de... Mais tant qu'il n'est que diabétique, le risque est moindre. D'accord? Quand il n'est que hypertendu, c'est pas comme quand il est hypertendu et diabétique. Donc, on peut avoir, et je m'excuse encore une fois d'utiliser des terminologies que je n'aime pas, on peut avoir une petite hypertension, quoiqu'il n'y ait pas de petite hypertension, il y a l'hypertension. On peut avoir un petit diabète, quoiqu'il n'y ait pas de petit diabète. Il n'y a que le diabète. D'accord? Mais on peut avoir des petites hyperglycémies, des petits chiffres tensionnels, mais quand ils s'associent entre eux, le risque devient plus grand. D'accord? Alors si vous ajoutez le tabagisme, Allah, et donc c'est là où il faut faire très attention. C'est pourquoi je dis ici le risque de développer une maladie coronaire dépend rarement d'un seul facteur de risque sévère. Il est dans la plupart des cas déterminé par la synergie entre deux facteurs de risque ou plus, chacun s'exprimant souvent à un niveau plutôt faible. C'est pour ça que je donnais toujours l'exemple en disant, quand vous êtes dans la rue et que vous êtes attaqué par une personne, vous pouvez très bien vous défendre. Mais quand ce sont 4 personnes qui se liguent contre vous, la défense devient un petit peu difficile. C'est le facteur de risque 1 ou 2 ou 3 ou 4. Plus il y en a et plus le danger est grand. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça y est, j'ai tout dit. J'ai tout dit par rapport au diabète et cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que comme je le disais tout à l'heure en introduction, dans notre salle, j'aimerais bien rameuter tous les diabétiques chez moi et laisser Madame Habir au chômage. Donc, je plaisante, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour faire cela? Pour arriver à cet objectif. Mais d'abord, je vais m'attaquer à l'hyperglycémie. Je vais essayer de limiter les dégâts de l'hyperglycémie. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est quelque chose dont vous avez autant besoin que nous, autres diabétologues, et autant besoin que autres cardiologues et autres spécialistes. Limiter les dégâts de l'hyperglycémie, est-ce qu'on sait le faire ou pas? Ensuite, bien sûr, pour ne pas être en contradiction avec moi-même, il faut traiter les autres facteurs de risque. Quels autres facteurs de risque? D'abord et avant tout l'hypertension artérielle. Et là, je vais laisser le soin à mon maître, Madame le professeur Habir, pour qu'elle vous entretienne là-dessus. Et elle saura mieux parler que moi sur ce sujet. Les lipides, je les ai mis en rouge parce que nous partageons la responsabilité des lipides avec les cardiologues, avec d'autres spécialistes. Et donc, je dirai un petit mot sur les lipides, si vous le voulez bien, en fin de conférence. Il y a aussi les phénomènes inflammatoires divers, mais surtout l'hyperagrégabilité plaquettaire, que nous combattons en général par la mise du patient sous anti-agrégant plaquettaire. Et enfin, traiter les autres facteurs de risque que je ne qualifierai pas de subsidiaires, mais de complémentaires, et qui sont tout autant dangereux: l'obésité, la sédentarité, le tabagisme. Le tabagisme doit être évincé. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure, peut-être sur une diapositive, si je ne sais plus si je l'ai laissé ou pas. L'obésité, on va voir comment on peut la combattre, parce qu'on va combattre le diabète et l'obésité en même temps. Et bien sûr, la sédentarité, elle va nous aider. En luttant contre la sédentarité, on va lutter contre l'obésité. Alors, si on veut commencer cela, on va limiter les dégâts de l'hyperglycémie par la base du traitement, la base de la prise en charge, quelque chose que nous avons malheureusement l'habitude d'oublier, l'habitude de ne pas trop donner d'importance aux recommandations nutritionnelles. C'est dommage. Nous ne donnons pas suffisamment de temps à nos patients pour leur expliquer les recommandations nutritionnelles. Et le problème, c'est que nous-mêmes ne les connaissons pas pour les transmettre. Et celui qui ne connaît pas quelque chose ne peut pas la transmettre. Et là, je vais essayer de vous les résumer de manière très didactique et très simple pour qu'elles soient à la fois
applicable à tous les diabétiques, mais aussi à chaque diabétique tout seul. Alors, la première chose à savoir, c'est que la nutrition, la manière avec laquelle un diabétique doit s'alimenter, doit être une manière très très simple. Elle doit effectivement se fixer des objectifs réalistes, parce qu'il faut amener le patient à modifier progressivement ses habitudes tout en lui évitant la frustration. Et là, c'est quelque chose de très très important. Malheureusement, la plupart des médecins, même les spécialistes de nutrition et de diabétologie, s'engagent dans des processus de restriction alimentaire chez les diabétiques qu'ils ne peuvent jamais suivre et auxquels ils ne seront jamais compliants. Et donc, dès lors, vous êtes voué à l'échec dans votre prise en charge. Tu ne dois pas manger telle chose, et à un certain moment, il va vous dire, mais qu'est-ce que je vais manger alors? Qu'est-ce que je vais manger alors? Tu ne peux pas manger la carotte, tu ne peux pas manger le riz, tu ne peux pas manger le pain, tu ne peux pas manger les fruits, tu ne peux pas manger les... Ah, c'est des naclois. Qu'est-ce que vous voulez que je mange? Et donc, c'est ce que j'appelle la frustration automatisée chez le diabétique. Et une fois qu'il est frustré, vous ne pourrez jamais arriver à quoi que ce soit. Et s'il ne suit pas bien ces recommandations nutritionnelles, eh bien, sachez que le traitement ne sera jamais suffisant. Parce que le traitement ne remplace pas les recommandations nutritionnelles. Et vous allez le voir tout à l'heure sur les recommandations internationales les plus récentes. Alors, c'est ce que je résume par les 7 commandements. Et les 7 commandements, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai finalement réuni après, je dirais pas quelques années, mais quelques décades maintenant, quelques décennies de réflexion par rapport à la nutrition du diabète. Je suis là-dedans depuis une trentaine d'années maintenant, 27 ans exactement, et donc j'ai eu le temps de concocter un petit peu quelque chose de très très personnel que je vous livre aujourd'hui. Alors, 2, premier commandement, respecter la répartition journalière. Respecter la répartition journalière. Le diabétique doit manger 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour. Ça dépend du diabétique. Ça dépend du diabétique. Mais là, nous parlons du diabétique type 2. En général, c'est lui qui nous intéresse le plus parce qu'il est le plus fréquent, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Et bien, le diabétique de type 2, en général, il doit manger 3 fois par jour. 3 fois par jour à des horaires assez stables. Et à chaque fois, il mangera un petit peu. Il ne mangera jamais beaucoup. Ça, c'est très important. Ensuite, il mangera tous les jours un peu de tout. Il doit manger des glucides, il doit manger des protéines, il doit manger des lipides, il doit manger des vitamines, il doit manger des fibres alimentaires, il doit manger des sels minéraux, ou les boire, et il doit s'hydrater convenablement. Nous allons y revenir tout à l'heure. Ensuite, un point essentiel. Les diabétiques, comme vous, comme moi, comme nous tous d'ailleurs, devons arrêter le grignotage. Baraka mizzabi'a fi kulli waqt. Wa baraka min al-hummus, wa baraka min kawkaw. Je ne peux pas être plus clair. S'il y a quelque chose, une cochonnerie qu'on peut manger à n'importe quel moment et qui est délétère pour notre santé, c'est bien le cacao, la cacahuète. Ensuite, il y a le numéro 2, veiller à manger dans le calme. Et ça, c'est très très difficile à mettre en œuvre. Je vous le concède, il n'y a aucun problème. C'est très difficile de le mettre en œuvre, mais il va bien falloir nous y mettre et apprendre à manger dans le calme. Comment cela? Ben, d'abord, quand on veut manger, il ne faut pas être pressé. Chose qui n'est pas possible de notre époque
à mettre en œuvre, mais il va bien falloir nous rééduquer, refaire notre rééducation pour qu'on puisse nous éduquer le diabétique. Parce que si on ne s'éduque pas nous-mêmes, on ne pourra pas éduquer le diabétique. Là. Ne jamais être pressé. Ensuite, s'asseoir pour manger. On ne mange jamais debout. Vous le trouverez nulle part écrit, mais c'est très important. Très très important. Et bien sûr, mâcher correctement. Ce qui signifie que le diabétique devrait avoir une bonne dentition. Et s'il a une bonne dentition, ça veut dire qu'il se brosse les dents 3 fois par jour ou 2 fois par jour minimum. Donc il y a une hygiène bucco-dentaire qui est très importante à conserver. Maintenant, vous voyez 2 images qui apparaissent sur la diapositive. Il y a l'horloge. C'est pour vous dire que quand on respecte la répartition journalière, on ne fait jamais la fête après 19h. C'est-à-dire qu'on ne mange pas, on arrête de manger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas dîner. Avec ce monde doré des chaises. Et par contre, quand on veut manger dans le calme et qu'on prépare notre alimentation, qu'on ne mange pas dans le fast-food du coin, eh ben, on essaie de trouver quelque chose qui est bon, qui est bonne. Quelque chose qui est équilibré, ça on va le voir. Mais quelque chose qui est bonne, c'est-à-dire qui a un bon goût. On prend du soin à préparer notre alimentation pour y trouver plaisir. Et une fois que vous trouvez plaisir, vous mangez dans le calme. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le tagine et qu'il y a l'horloge. 3e commandement, c'est boire en quantité suffisante. Je le disais juste il y a un instant, boire en quantité suffisante, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut boire au moins 2 litres par jour d'eau. Vous allez me dire, wesh, hada ou la wahdakhor, n'importe, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est des bouse-bouse ou autre chose. L'essentiel, c'est de se mettre du liquide dans l'organisme. Limiter sa consommation d'excitants. On ne prend jamais plus de 2 tasses de café par jour, ni de 2 verres de thé par jour. On limite notre consommation d'excitants et on privilégie les bouillons de légumes. Quand on n'a plus envie de boire de l'eau, on transforme. Et bien sûr, ce qui est barré est barré. Bye bye le soda, bye bye les limonades, bye bye les boissons sucrées, bye bye les jus du commerce. Vous avez des jus, faites-en chez vous et diluez-les dans de l'eau et n'ajoutez pas de sucre. Garantir sa ration en calcium, ça c'est très important. Comment? Je ne vous apprends rien. On peut consommer un verre de lait écrémé ou demi-écrémé le matin. Veillez à prendre une portion de fromage ou un yaourt à midi et le soir. Et surtout, essayez de trouver du calcium ailleurs. Dans les sardines, dans la cannelle, enfin, mais aussi dans ce qui est apparu à droite, dans le moukhia, le gombos. Le gombos est très riche en calcium. Et c'est quelque chose qui est très riche en fibres en plus. Donc ça peut être très très intéressant dans l'alimentation, non pas quotidienne, mais dans l'alimentation régulière. Le 5e commandement, c'est éviter les aliments trop sucrés. Ça, c'est une évidence. Mais cela ne veut pas dire qu'on va proscrire le sucre de l'alimentation du diabétique. Le diabétique, lui aussi, a besoin de sucre pour fabriquer son énergie. Mais tout simplement, on va proscrire les bonbons, les pâtisseries très sucrées. Je crois que on peut s'en passer. C'est pas une frustration de se les enlever. Si vraiment on craque une fois, qu'on prend une petite pâtisserie de temps en temps, c'est pas très grave, même pour le diabétique, mais que ce ne soit pas une habitude. On va privilégier les légumes et les fruits. Et les fruits ne sont pas contre-indiqués chez le diabétique. Je suis désolé. Les fruits, le diabétique a droit à un fruit à chaque repas. C'est riche en vitamines, c'est riche en sels minéraux et c'est riche en fibres.
Nous allons le voir dans le 7e commandement. D'accord? Et donc, il a le droit. Il doit. C'est un devoir, mais il a le droit. Il a le droit. Ah, Sidi, ما تاكلش الدلاح علاش؟ علاش يا دكتور؟ تحرمني أنا من الدلاح؟ علاش باغي تحرمني أنا من البنان؟ Il peut prendre de la banane. Il peut prendre des oranges. Il peut prendre des pêches. Il peut prendre des pommes. ولكن en quantité. Même le raisin. Beaucoup de gens te disent là, le raisin c'est contre-indiqué parce qu'il n'y a que du glucose dedans. Et on dit que. Mon téléphone jusque tout. Et vous dites, les fruits là. Et pourquoi? Le sucre qui est compris dans le fruit, le raisin, s'il prend 3 ou 4 ou 5 raisins, Carmos, ou dit la figue. La figue c'est très sucré. Et la figue tu la prends avec la peau. Et le raisin tu le prends avec la peau et le pépin. Et tu mâches le pépin aussi. Ça augmente la teneur en fibres et ça diminue la glycémie qui va venir après. Et en plus tu en prends qu'une petite quantité. Donc privilégiez les légumes et les fruits, quels que soient ces légumes, quels que soient ces fruits. Et mangez des fruits en dessert ou en collation. Bien sûr, vous voyez le pain apparaître. Le pain n'est pas contre-indiqué chez les diabétiques. C'est un sucre lent, et s'il est complet, c'est encore meilleur que le sucre bleu, que le pain blanc. Sixièmement, bannir les aliments trop gras, et éviter les sauces et les charcuteries, même halal. Et vous voyez bien que j'ai mis éviter et non pas proscrire, parce que je ne suis pas pour la frustration, tout simplement. Il va falloir diminuer cette consommation. Et s'il craque une fois ou deux, c'est pas très grave. On ne va pas en faire un malheur. Ensuite, on va privilégier les huiles végétales, crues, de préférence, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, mais elle est trop chère. D'accord? Le coca. Mais l'huile d'olive est magnifique. Cela ne veut pas dire qu'on va en boire 2 litres par jour. Alors là, 1 litre matin, midi et soir. Parce que c'est bon pour la santé. Non, vous allez augmenter la ration calorique de votre patient et il va grossir, on ne va rien faire. On ne va pas combattre l'obésité de cette manière-ci. Donc l'huile d'olive, barfaq. Et enfin, optez pour les modes de cuisson sans gras et surtout sans margarine. Et parmi les margarines les plus délétères pour la santé, les margarines qui sont empaquetées dans du papier. Ce sont des margarines avec des acides gras saturés totalement. Et donc, ils sont très mauvaises pour la santé. Donc, il ne faut pas en abuser. Bien sûr, le 7e commandement, c'est assurer une bonne ration de fibres, les fruits frais avec peau, les fruits secs, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. J'ai déjà présenté le pain tout à l'heure. L'activité physique ne doit pas rester en reste. Et c'est une répétition volontaire. Elle ne doit pas rester en reste. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut jamais l'oublier et il ne faut jamais la négliger. On peut faire du vélo, on peut faire de la marche, on peut faire un petit peu de footing, pas beaucoup. Parce que les diabétiques type 2, en général, ils sont âgés de plus de 40 ans. Et à partir de 40 ans, il faut commencer à faire attention à son cœur et à le prendre gentiment. Il ne faut pas le mettre à l'épreuve. Surtout quand on est diabétique. Et donc, la natation, petit à petit, promouvoir autant que possible cette activité physique. Idéalement, c'est 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Et il faut bannir la sédentarité. Essayez de ne pas toujours monter dans l'ascenseur. Si on prend la voiture, essayez de ne pas stationner devant la porte de l'amphithéâtre, d'aller stationner un petit peu plus loin et de revenir en marchant, même quand on arrive en premier. D'accord? Quand vous cherchez une administration, stationnez un peu plus loin et allez à pied. C'est comme ça qu'on combat la sédentarité. On peut combattre aussi la sédentarité en faisant quelques mouvements.
Et n'importe lequel de ces mouvements, même quand vous faites un mouvement pas de tête, c'est un mouvement qui combat la sédentarité. Quand vous levez les bras, 1, 3, 4, 5, 6 fois, c'est très bien. Il vous dit, je ne peux pas marcher. Ben, dites-lui de lever les bras. Et on va transpirer en quelques mouvements. Et c'est déjà très très bien. Bien sûr, pour combattre l'hyperglycémie, on a les moyens pharmacologiques. Et là, je vais essayer de passer un petit peu rapidement. Ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que je sais que ce que je voulais rappeler, c'est déjà passé. Mais les moyens pharmacologiques, même si ça prend beaucoup de diapositives, je ne fais que vous les rappeler. Et je ne vous apprendrai rien. Il y a deux types de médicaments dans le diabète. Ceux qui ciblent les mécanismes physiopathologiques du diabète sucré type 2, que sont l'insulinorésistance et l'insulinocarence relative. Ce sont, on va les voir tout à l'heure, et ils sont déjà inscrits sur la diapositive, et ceux qui modifient les processus physiologiques impliqués dans l'appétit, l'absorption ou l'excrétion des nutriments. Et nous allons les voir un à un. Commençons par les premiers, les insulinosensibilisateurs. Ils sont dominés bien sûr par les biguanides. Les biguanides qui sont représentés essentiellement par la metformine. Alors cette metformine qui est un médicament presque, j'allais dire, miracle pour le diabétique, qui nous rend énormément service quand il est associé à bon escient avec les recommandations nutritionnelles, doit être utilisé avec un mot-clé. Et ce mot-clé est représenté par le respect des contre-indications. Le respect des contre-indications, j'insiste et je réinsiste. Et les contre-indications, on peut les résumer en une seule phrase, toute situation où existe une hypoxie. Il faut éviter la metformine dans cette situation-là. L'insuffisance respiratoire, l'insuffisance hépatique, bien sûr, l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale est une contre-indication majeure de la metformine. Cela dit, la metformine reste quand même, je le disais tout à l'heure, un médicament incontournable dans la prise en charge du diabétique. Et c'est pour cela que, exceptionnellement, dans cette revue des médicaments que nous utilisons, je m'attarde un petit peu sur la metformine. La metformine, il faut respecter aussi ses effets secondaires parce qu'ils peuvent faire arrêter le traitement. Et donc, n'oubliez jamais de faire prendre la metformine de façon très progressive chez vos patients pour une meilleure compliance pour la suite et de meilleurs résultats, bien sûr. Alors, l'étude qui a montré et qui a fait révolutionner un petit peu l'utilisation de la metformine chez le diabétique, c'est l'étude UKPDS qui nous a montré que si chez tous les patients suivis dans cette étude, on a constaté que dans le bras qui était traité de façon plus ou moins intensive, traité de bonne manière, il y avait une diminution des événements totaux liés au diabète et une diminution des complications vasculaires, une diminution de l'infarctus, une diminution de la mortalité. Regardez avec la metformine, les pourcentages que vous avez ici sont beaucoup plus importants avec la metformine, même si le groupe étudié est très restreint, 342 patients, ce n'est pas très représentatif, mais les résultats sont très subjectifs. Moins 32% au lieu de moins 12, moins 29 au lieu de moins 25, moins 39 par rapport à l'infarctus et moins 36 par rapport au décès de toute cause. Ça, c'est dans le bras de la metformine et ça, c'est en faveur de l'utilisation de la metformine. Maintenant, le deuxième groupe, les insulinosécréteurs, qui sont dominés par les sulfamides. Vous les connaissez tous, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être une petite note pour le glyclaside qui paraît être moins, mais ça ce n'est pas démontré scientifiquement, c'est une théorie. C'est une théorie. Le glyclaside serait peut-être un petit peu moins pourvoyeur de problèmes cardiaques chez le diabétique quand il est utilisé, mais ça reste hypothétique et totalement théorique. Ils ont des contre-indications, je ne vais pas vous les rappeler. Le répaglinide ou repaglinide, c'est le novonorme. Je dis le mot commercial parce qu'il est seul sur le marché. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour ce médicament? Si ce n'est qu'il est métabolisé par le foie, excrété par la bile, donc il peut être utilisé à bon escient chez le patient qui présente une petite insuffisance rénale ou une insuffisance rénale débutante.
mais ça reste à démontrer. Son gros inconvénient, c'est qu'il doit être pris 3 fois par jour. Et donc ça apporte un coup d'arrêt à la compliance chez le diabétique, parce que c'est un patient qui est soumis à plusieurs traitements à la fois. Il a des effets secondaires comme les sulfamides et il a des contre-indications. L'insuline. L'insuline, c'est le traitement maître, même s'il n'est pas utilisé d'emblée chez le diabétique type 2. Bien sûr, il faut faire attention à varier les points d'injection, je ne vous apprends rien. Vous connaissez la disponibilité de l'insuline, sous forme d'insuline humaine et sous forme d'insuline analogue. On ne va pas rentrer dans ces détails, on pourra en discuter si vous voulez et comment les utiliser. L'essentiel pour moi, c'est de rappeler qu'elle a des effets secondaires. Il faut changer les points d'injection pour éviter les lipodystrophies. Quand on a besoin de cette insuline, elle a des effets secondaires, l'hypoglycémie bien sûr, c'est le premier, la prise de poids, parfois allergie à l'insuline, mais ça devient de plus en plus rare. Et la chose que je voulais vous transmettre ici, c'est que l'insulinothérapie devrait être la règle à chaque fois que l'hémoglobine glyquée persiste au-delà de 8%. Et donc, ça c'est un consensus fait par l'ASD depuis déjà 2008, et sur lequel on ne revient pas, finalement. À chaque fois que votre patient est très déséquilibré ou que vous n'arrivez pas à équilibrer, vous pouvez introduire l'insuline. On verra tout à l'heure comment introduire cette insuline. Les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, je vais me contenter de vous projeter la carbose et le voglibose et le miglitol sans en dire plus. Ça ne m'intéresse pas. Et je passe. Mais je n'ai pas le droit de ne pas le présenter. Je n'ai pas le droit de ne pas le présenter. Ça peut rendre utile, ça peut rendre service dans certains cas particuliers. On peut en discuter tout à l'heure. Les inhibiteurs du SGLT2, c'est le transporteur du sodium. C'est il inhibe le transporteur qui fait que le glucose est réabsorbé avec l'eau dans le tube collecteur et les tubes distal et proximal du rein, du néphron. Qu'est-ce qui se passe quand vous donnez ce médicament? La réabsorption du sucre, du glucose est freinée et tout le sucre descend dans les urines. Et ce sont des médicaments que nous n'avons pas encore au Maroc, mais qui commencent à être commercialisés, surtout aux États-Unis, très peu encore en Europe. Ce sont les glyphlosines. C'est la famille des glyphlosines. Et celui qui est commercialisé actuellement aux États-Unis, c'est la canagliflozine. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils ont des contre-indications également. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner parce que nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir est-ce qu'ils auront un impact dans la prise en charge du diabétique. Les incrétines. Les incrétines, c'est une famille que vous connaissez maintenant. Dans ces deux bras, les analogues du GLP1 et les inhibiteurs de la DPP4. Vous voyez que je marque les analogues du GLP1 plus grands que les DPP4 parce que les analogues du GLP1 donnent l'impression, avec le recul qui commence à se faire, qu'ils sont plus efficaces pour baisser la glycémie et l'hémoglobine glyquée, mais également pour ne pas favoriser la prise pondérale chez les patients qui sont sous les analogues du GLP1. Le seul inconvénient de ces médicaments, c'est qu'ils sont injectés par voie sous-cutanée. Et donc, ça la fout mal un petit peu. Deuxième inconvénient, ils sont encore trop chers. Ils sont encore trop chers. On peut rentrer dans les détails si vous voulez pour vous dire qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vais en reparler dans les diapositives qui viennent, mais je voulais uniquement faire cette parenthèse ici. Les inhibiteurs de DPP4, eux, par contre, ils continuent à faire fureur parmi les médecins. On va en reparler tout de suite, si vous le voulez bien. Donc les analogues du GLP1, il y en a deux. Il y a l'exénatide et le liraglutide. Le liraglutide, c'est celui qui est commercialisé chez nous au Maroc, c'est le Victoza. Sous 0,6 ou 1,2 ou 1,8, c'est la dose que nous donnons chez les patients. En général, la dose de croisière, c'est 1,2 microgrammes. Le liraglutide.
Les inhibiteurs de la DPP4, je le disais il y a un instant, ils permettent de potentialiser l'effet du GLP1 par l'inhibition de l'enzyme qui dégrade le GLP1. L'inhibition de l'enzyme qui dégrade le GLP1. Le GLP1 est une hormone intestinale qui favorise la sécrétion d'insuline, qui diminue la sécrétion de glucagon et qui ralentit la vidange gastrique, donc qui ralentit l'hyperglycémie postprandiale. Ils ont des effets secondaires mais qui sont très minimes, c'est un avantage pour eux, et ils ont des contre-indications également. Les médicaments qui sont actuellement sur le marché, c'est la sitagliptine, le Januvia, la vildagliptine, le Galvus, et la saxagliptine, qui est l'Onglisa, qui va être mis sur le marché incessamment, qui a déjà été mis sur le marché. Alors, la diapositive qui m'intéresse un petit peu plus dans tout cela, c'est celle-ci. Comment on va utiliser ces médicaments dont je viens de vous parler? Eh bien, c'est selon leur niveau d'action, selon les intérêts de chacun, selon les contre-indications de chacun, selon les précautions d'emploi, tout cela pour aller vers une logique d'emploi. Une fois que vous intégrez cette logique d'emploi, vous arrivez à de bons résultats. Mais encore faut-il pouvoir y arriver à cette logique d'emploi en les utilisant soit isolément, soit en association. Et c'est ce qui nous amène à discuter cette très très belle diapositive qui a été publiée par l'ADA et l'ASD, mais surtout en premier l'ADA. L'ADA, c'est-à-dire l'Association américaine du diabète, et qui va nous donner les recommandations essentielles dans la prise en charge du diabétique. Et vous voyez qu'en premier, bon, c'est une diapositive que j'ai reconstituée, je ne l'ai pas reprise parce qu'elle est illisible quand vous la prenez sur Internet. Donc j'ai essayé de la simplifier et de la développer en même temps. L'alimentation saine, elle apparaît en premier. Le contrôle du poids apparaît en premier. L'activité physique apparaît en premier. Bien sûr. Ensuite, on commence par une monothérapie quand 10 minutes. Oui, d'accord, c'est pas un problème. Ensuite, nous allons vers la monothérapie initiale et surtout, bien sûr, la metformine. La metformine ressort dans toutes les recommandations. Si après 3 mois d'utilisation de metformine, l'objectif n'est pas atteint, on peut aller vers une bithérapie. Une bithérapie, on fait le choix en fonction de notre patient, en fonction de son état pathologique, mais aussi en fonction des contre-indications des médicaments et la logique d'emploi dont je parlais tout à l'heure. Si après 3 à 6 mois, les choses ne s'arrangent pas, on peut aller vers la trithérapie, c'est-à-dire associer un autre médicament oral ou l'insuline. Et si cette insuline elle-même n'est pas suffisante, on peut switcher vers l'insuline carrément chez le diabétique type 2. Et je ne parle pas du diabétique type 1 ici. Et donc, vous pourrez commencer par une insuline basale et ensuite augmenter petit à petit en donnant une insuline le matin ou à midi ou le soir. Et si ça ne suffit pas, on ajoute une autre insuline, etc. Tout cela pour améliorer et revenir à notre cœur qui nous fait très 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 mal chez le diabétique, pour améliorer le pronostic vasculaire. Toutes les études de grande envergure ont montré que quand on contrôle la glycémie, ça marche assez bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a eu des études qui sont venues progressivement à travers le temps, jusqu'à les dernières d'entre elles, dont l'étude Advance, et qui a montré que pour chaque million de diabétiques recevant déjà des traitements préventifs, une stratégie par bithérapie anti-hypertensive éviterait au bout de 5 ans un certain nombre de complications. 15 000 événements vasculaires, 13 300 événements coronaires, 50 000 événements rénaux, et ça c'est très important, et 13 000 décès. Pour vous dire et revenir à ce que je disais au début, il ne suffit pas de traiter que l'hyperglycémie. Il faut traiter les autres effets, les autres facteurs de risque, et tout particulièrement l'hypertension artérielle dont va nous entretenir le professeur Rabier. C'est pour ça que je saute dessus et que je vais vers les dyslipidémies pour en dire quelques mots et j'aurai fini. Le lien entre les dyslipidémies et
et les événements cardiovasculaires et la mortalité est bien établie. Et donc tout cela nous mène à dire que le traitement est indispensable de la dyslipidémie chez le diabétique. Malgré la polémique à laquelle vous avez pu prendre part avec vos patients et vos patients avec vous quand ils lisent Internet et qu'ils surfent un petit peu n'importe comment. Le traitement est obligatoire. Mais quel traitement? Laissez-moi vous dire qu'avant de traiter un patient diabétique pour une dyslipidémie, eh bien, c'est comme tout patient, il faut d'abord confirmer le diagnostic de la dyslipidémie. On ne peut pas traiter n'importe quoi sans savoir. On ne peut plus faire du n'importe quoi ou aller au pif et traiter n'importe quoi. Donc, on fait la confirmation du diagnostic, on type la dyslipidémie pour savoir ce qu'on va traiter. Est-ce que c'est une hypertriglycéridémie pure? Est-ce que c'est une hypercholestérolémie pure? Est-ce que c'est une dyslipidémie mixte? Pour savoir ce qu'on va aller traiter. Bien sûr, on va faire le diagnostic de retentissement pour voir est-ce qu'il a déjà des complications cardiovasculaires qui sont là, et d'autres, mais je ne rentre pas dans les détails. Et il va falloir définir les objectifs avant de traiter. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de ce traitement que vous allez donner à votre patient? Est-ce que c'est un traitement qu'on va donner à l'aveugle ou c'est un traitement qui va être bien orienté et bien guidé? Et ça, c'est très, très, très important à mon sens. Donc, pourquoi? Parce que c'est un traitement qui va être donné au long cours. Et donc, on ne prend pas la décision de donner un traitement au long cours à la légère. Il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est un traitement qu'on va donner en prévention primaire ou secondaire? On a dit que c'est toujours en prévention secondaire chez le diabétique, mais il y a aussi les recommandations nutritionnelles et les médicaments. Alors, pour les recommandations nutritionnelles, nous avons déjà parlé suffisamment, je n'y reviens pas, mais pour les hypolipidémiants, je voudrais dire que lorsqu'un hypolipidémiant est nécessaire, le choix doit se porter vers l'un de ceux qui ont scientifiquement fait leur preuve en termes de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. Et à ce propos, il n'y a que aujourd'hui les fibrates et les statines qui sont utilisées. Les autres ont des indications très 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 ciblées et pour lesquelles on ne rentrera pas dans les détails. Donc qu'est-ce qu'on fait des fibrates et des statines? Pour les fibrates et les statines, il faut les utiliser à bon escient. Alors, quand traiter? Quand est-ce qu'on va traiter par un médicament? Quand le risque est grand. Vous allez me dire, dans le diabète, il est toujours grand. Non, je disais au début qu'il n'est pas toujours grand. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a. D'accord? Et donc, quand on a un diabète et une dyslipidémie confirmée, on va traiter. Mais à quelle dose? Et c'est là la grande question. Maintenant, les laboratoires qui promotionnent les statines et les fibrates viennent nous dire, bon, pour les fibrates, le problème ne se pose pas, c'est toujours 160 mg ou 200 mg, ça dépend de la forme galénique, et on passe. Et pour les statines, ouais, j'en ai 20, ou la 40, ou la 80, ou je suis à la 120, ou la une boîte 3 fois par jour. Ça me dérange tout ça. Avec des objectifs à 0,7 ou de LDL. Mais jusqu'où on va descendre? Quand on est descendu, et Madame Abir est là pour le confirmer, quand on est descendu dans les objectifs de l'hypertension à 12,5 chez les diabétiques, on a obtenu des catastrophes. Et on a dû remonter. Mais jusqu'où? On veut combattre l'hypertension, on va le mettre patient en hypotension. Vous le tuez. C'est la même chose pour la glycémie. Avant, on nous disait que le diabète, c'est à 1,40. Nous, quand on a fait nos études, je me souviens, on nous disait 1,80. Et après, on nous a dit 1,40. Je suis dit 1,26. Maintenant, on nous dit 1,10. Chez nous, on a 0,6. On a chez les diabétiques. Mais c'est catastrophique. Et donc, il faut rester avec la tête sur les épaules. À quelle dose? La dose qui nous suffit pour arriver à des taux qui sont acceptables. Si je descends en dessous de 1,20, Allah yaj'al baraka. LDL, bien sûr, LDL. On me fait le diabétique. Et là, je suis en train
de le suivre correctement, de le suivre de façon très précautionneuse. Y a-t-il une place pour l'association? Ben, j'en sais rien. Oui, il y a une place. Il y a une place pour l'association, mais à quel prix? À quel prix? Tout ce que je peux vous dire, à quel prix sur le plan financier et sur le plan des effets secondaires. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne prescrit jamais l'association après 65 ans. Jamais s'il est malade à une pathologie rénale, et jamais s'il est en polypathologie, s'il y a plusieurs affections intercurrentes. D'accord? Tout cela pour ne pas oublier la surveillance. Quand on met un patient sous hypolipidémie, on surveille l'efficacité, mais on surveille aussi les effets secondaires, aussi bien musculaires que hépatiques. Et je conclus. Je crois que j'étais un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Vous m'en excuserez. Je conclus en disant que nous avons encore du chemin à faire pour éviter à nos diabétiques les maladies cardiovasculaires et les complications cardiovasculaires, mais on trouve toujours des solutions et c'est ce qui nous fait garder de l'espoir. Je vous remercie.